Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette troisième soirée de la Semaine du cerveau qui porte cette année sur la santé mentale. Alors ce soir, il sera question d'addiction alimentaire. Dans nos sociétés modernes, nous ne mangeons pas uniquement pour combler nos besoins nutritionnels, mais nous mangeons aussi pour le plaisir. Manger pour le plaisir n'est pas forcément problématique, mais peut conduire à une surconsommation, en particulier lorsqu'on consomme des aliments riches en calories. Alors dans cette soirée, nous allons voir quand cette surconsommation peut devenir problématique et nous discuterons du rôle des gènes dans l'obésité. Nous verrons aussi comment les circuits cérébraux impliqués dans l'addiction alimentaire sont très similaires à ceux de l'addiction aux substances. Nous parlerons aussi des traitements pharmacologiques et chirurgicaux qui peuvent être mis en place. Donc cette présentation, elle se fera en tandem, et nous avons la chance pour ça d'avoir deux spécialistes du domaine. Nous aurons donc Valérie Schwitzgebel et Christian Lucher. Donc, Valérie Schwitzgebel est professeure de pédiatrie et responsable de l'unité de diabétologie et endocrinologie au HUG. Elle traite des enfants avec surplus pondéral et dans sa recherche s'intéresse aux bases génétiques de l'obésité. Elle est aussi membre du comité scientifique de la Fondation pour la recherche sur le diabète. Christian Lucher est professeur au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Il étudie depuis de nombreuses années le système de récompense et son rôle dans les addictions aux substances. Et depuis quelque temps, il s'intéresse aussi à l'addiction alimentaire et son équipe a identifié des circuits de la prise alimentaire hédonique qui seraient découplés des besoins nutritionnels. Voilà, je leur laisse maintenant la parole. Merci. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être là ce soir et de donner cette conférence en présence d'une autre experte du domaine, Valérie Schwitzgebel, nous l'avons entendu. Nous avons des expertises complémentaires et pour cette raison, nous avons décidé de partager en fait la présentation et on va passer d'un élément à l'autre sans délai. Mon domaine, vous l'avez déjà entendu, c'est surtout la neurobiologie qui sous-tend le comportement addictif aux substances. Nous nous intéressons alors aux substances comme la cocaïne, l'héroïne et d'autres substances addictives, mais d'emblée, nous étions intéressés aussi par une potentielle addiction alimentaire parce qu'il y a un comportement parallèle entre l'addiction et les substances, et l'addiction aux substances et l'addiction alimentaire. Toutes les deux commencent typiquement dans un contexte social. On mange avec des amis, on mange en famille. Tel est aussi le cas pour des substances addictives comme la nicotine. Cette phase d'initiation est suivie souvent d'une phase de lune de miel où on éprouve un plaisir en mangeant ou on éprouve un plaisir en consommant une substance addictive. Cette phase de lune de miel peut durer très longtemps, mais il y a une fraction des gens qui consomment ces substances ou qui mangent des choses qui sont très bien, qui succombent et qui deviennent des consommateurs compulsifs. Et c'est cette consommation compulsive qui ne s'arrête pas, même s'il y a des conséquences négatives majeures, qui définit l'addiction selon l'OMS. Donc, on va parler un peu d'une vulnérabilité individuelle et on va surtout parler un peu du moteur qui est derrière tout ça. C'est ce renforcement positif qui fait que quand on prend quelque chose, quand on mange quelque chose de très appétissant, que cela induit ensuite une répétition de ce comportement. Mais avant qu'on se penche dans ces questions-là, je propose que nous nous posons des questions bien plus fondamentales. Par exemple, comment et pourquoi faut-il manger? Alors Valérie, je te passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc on va aller aux bases, comme déjà mentionné. Pourquoi faut-il manger?
Et là, j'aimerais discuter avec vous une première étude qui a été faite en 1944, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et les chercheurs se posent la question, quel est l'effet vraiment d'une restriction alimentaire sévère sur l'humain? Parce qu'avant, il n'y avait pas encore de recherche vraiment qui a été faite à ce sujet. Donc, il y a 36 volontaires qui ont été recrutés. Et puis, ils ont eu un régime de 1560 calories qui fait à peu près 50% des besoins énergétiques de base. Et ils ont dû manger ça pendant 6 mois. Il y a une perte pondérale qui était attendue de 25% dans cette étude. Et en effet, après ces 6 mois, on a vu que le régime a suscité un stress psychologique énorme et a mené à des dépressions. Et ces participants ont aussi eu des difficultés à travailler physiquement et mentalement. En même temps, le corps, il est assez malin, il a essayé de minimiser les dépenses énergétiques, donc ces participants ont eu une diminution de la température corporelle et une diminution aussi de la fréquence cardiaque pour vraiment minimiser ces dépenses énergétiques. Donc, en conclusion, c'est la première étude qui a vraiment montré qu'une restriction calorique alimentaire sévère nuit à la santé mentale et physique. Donc, un résultat vraiment très, très important. Maintenant, quels sont nos besoins énergétiques? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas physiquement très actif, comme des employés de bureau, une femme a besoin à peu près de 2000 calories par jour et un homme entre 2500 et 3000 calories. Quels sont maintenant les organes les plus consommateurs d'énergie? Vous voyez, le cerveau joue un rôle important, donc il a besoin un peu moins de 20% des énergies basaux. Après, il y a le système cardiaque qui a à peu près besoin de 7%. Le foie, les reins et la rate ont besoin environ 30 à 40%. Les muscles, un peu moins que 20% et le reste, 20% également. Comment est maintenant utilisée cette énergie de base? Il y a 50% qui est utilisé par notre métabolisme de base. Et ce métabolisme de base, on ne peut pas l'influencer volontairement. Donc, c'est par exemple la température du corps, le maintien de la circulation cardiaque, etc. Après, la digestion et l'exercice physique ont besoin un peu moins de 20% de ces besoins énergétiques de base. Et l'activité basale, comme par exemple rester assise, se tenir debout, demande à peu près aussi 20% de ces énergies journalières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au cours de l'âge? Il y a une jolie étude qui a été publiée en 2021. Vous voyez les besoins énergétiques totaux par jour, répartis sur les femmes donc en jaune et les hommes en bleu. Et après l'enfance ou pendant l'enfance, les besoins énergétiques augmentent jusqu'à un plateau à l'âge adulte. Et après, c'est assez stable jusqu'à l'âge d'environ de 60 ans, où il y a une diminution plus drastique des besoins de base. Et puis, là, dans cette étude, les femmes ont eu besoin à peu près, comme déjà mentionné, 2000 calories par jour et les hommes environ 3000. Quelles sont nos sources d'énergie? Vous reconnaissez tous les différents aliments qui sont disponibles. Commencez par les hydrates de carbone. Vous devinez le riz, le maïs, les fruits et d'autres aliments. Et ces aliments nous apportent 4 kilocalories par gramme consommé. Les protéines sont équivalents en apport calorique, donc aussi 4 grammes, comme par exemple, là vous voyez le poisson, la viande, les œufs, le lait. Les graisses nous amènent 9 kilocalories par gramme, donc les huiles, la viande rouge, assez graisse aussi. Par contre, les vitamines et les minéraux, donc on en a aussi besoin tous les jours. Là, il n'y a pas d'apport calorique et l'eau, bien évidemment, non plus. Attention aux boissons sucrées et au vin.
Ça nous amène pas mal de calories. Donc les boissons sucrées, c'est aussi 4 kilocalories par gramme et l'alcool, 7 kilocalories par gramme. Donc attention à ces boissons parce qu'il n'y a pas de satiété qui est induite par ces apports énergétiques. Donc c'est des aliments, entre guillemets, des faux aliments, des aliments traîtres qu'il faut vraiment consommer avec modération. Comment on peut dire si on mange trop ou pas assez? Donc, il y a ce fameux calcul simple du BMI pour Body Mass Index ou IMC, indice de masse corporelle. Donc, on prend le poids en kilos, on divise par la taille en mètres carrés et on arrive à un chiffre. Donc, s'il est entre 18,5 et 24,9, on a un BMI soi-disant normal. Par contre, au-delà de 25 jusqu'à 29,9, on parle de surpoids. Et là, j'aimerais juste mentionner mon collègue qui fait 1,79 pour 82 kg, qui a un BMI à 25,6, donc il est en surpoids. Pour arriver à un BMI sur le percentile 50, à la moyenne, il faudrait qu'il perde 10 kg, donc assez conséquent. Et ainsi de suite. Donc après, à partir de 30, on parle de obésité, et à partir de 35, d'une obésité très sévère. Par contre, avec un BMI en dessous de 18,5, on parle de sous-poids. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder un peu en cours des différents siècles l'évolution du BMI moyen. Là, on a des données depuis 1705. Et puis, vous pouvez voir qu'à l'époque, le BMI moyen était à 18,5, donc juste à la limite du sous-poids. Et après, à travers les années, donc 1870 jusqu'à 1975, le BMI était dans les normes. Et puis, à partir de 1975, il ne fait qu'augmenter. Donc, le BMI moyen il se trouve maintenant entre surpoids et même obésité. Donc ça, c'est la pandémie de l'obésité qu'on vit aujourd'hui, qui est marquée ici. Le point positif, on va dire, avec une alimentation plus accessible et puis plus dense, plus riche, on a aussi augmenté la taille des humains. Et vous pouvez voir, depuis 1705 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 12 cm de plus par rapport aux tailles qu'on retrouvait en 1705. Donc il y a aussi des points positifs, c'est assez clair. Maintenant, où va-t-on avec cette épidémie, pandémie de l'obésité? Et là, les prévisions sont assez effrayantes. Il y a des prévisions, des calculs pour 2035. Et puis, vous voyez les 3 pays les plus sévèrement touchés en mauve foncé, donc les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Turquie. Il est prévu qu'en 2035, il y a plus que 55% de la population qui sera obèse. La Suisse, comme l'Europe plus ou moins entière, il y a une prévision que 30 à 40% de la population suisse va se trouver aussi en obésité. Et les quelques pays où il y a encore moins d'obésité, c'est surtout dans les pays en développement et notamment l'Afrique. Donc en Suisse, on est aussi concerné, on n'est pas épargné malheureusement de cette obésité. Et puis les prévisions, vous voyez, séparées pour les hommes et les femmes. Donc c'est les hommes qui sont plus touchés par ce trend et l'augmentation en obésité par rapport aux femmes. Donc en 2035, ce qui est attendu, c'est 30% de femmes obèses et puis 45% d'hommes. Et malheureusement, ça commence déjà pendant l'enfance. Vous voyez que là aussi, les garçons sont plus touchés par rapport aux filles et le trend est vraiment effrayant. Donc maintenant, je vais passer la parole à nouveau à mon collègue. Alors, que faut-il faire pour faire face à cette menace d'obésité? Je pense qu'il y a 2 approches. Soit on limite les apports, ou on dépense plus. C'est simple. Et on va commencer
à se poser la question, comment est-ce qu'on peut dépenser de l'énergie pour perdre du poids? Et essayons d'abord avec un effort mental. Pour moi, un effort mental soutenu, c'est par exemple une partie d'échecs. C'est dur, c'est difficile, et comme je ne suis pas très bon joueur, je préfère jouer contre des gens qui sont bien meilleurs que moi ou moins bien pour que ça ne dure pas trop longtemps. Des gens qui sont doués comme ce prodige des échecs, Samuel Reshevsky, à 8 ans, il n'a pas joué contre une personne, mais contre 20 personnes, des grands maîtres, et en 3 heures, il les a battus tous. Certes, il était plus doué, donc peut-être un effort moins soutenu, mais quand même 3 heures d'effort mental. Combien de calories a-t-il dépensé pendant ces 3 heures qu'il a joué contre les grands maîtres? Une nouvelle estimation est entre 6 et 9 calories, soit l'équivalence d'une seule noisette. Donc évidemment, ça ne contredit pas ce que Valérie vous a dit quant à la consommation du cerveau en énergie, mais c'est le métabolisme basal. Le cerveau est un organe avec beaucoup de cellules qui ont des ions à l'intérieur mais pas à l'extérieur, donc ça coûte beaucoup d'énergie de simplement maintenir le cerveau en attente. Mais ce n'est pas l'effort mental qui va augmenter la dépense d'énergie. Alors, si l'inscription dans un club d'échecs ne va pas vous aider, on peut se poser la question si on peut faire un effort physique. Moi, j'aime bien faire du vélo, et si je fais l'équivalence entre une canette de coca, 140 kilocalories, et le vélo que je dois faire, j'arrive à peu près à une demi-heure, à 15 km/h, ce qui m'apporte d'ici jusqu'à la Pointe-la-Bise. Ça semble loin pour une canette de coca, n'est-ce pas? Mais si maintenant vous êtes un peu plus ambitieux et vous essayez de perdre 1 kg de graisse, soit 9000 calories, hein, Valérie vous l'a dit, 1 gramme 9 kilocalories, donc 1 kg 9000. Pour cela, il faut faire 18 heures de 30 km/h de vélo. Donc, c'est quand même, ça, c'est pour les sportifs. Ce qui vous amène autour du lac, pas une fois, mais 3 fois. Et cela, sans manger. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, une fois à la fois, hein, et j'ai dû manger bien avant, bien après et surtout pendant. Donc, je ne suis pas sûr si ça marche, parce qu'il y a 2 éléments qui jouent contre nous. Le premier, c'est que justement, il faut manger plus quand vous faites un effort. Et en plus, comme dans l'expérience de déprivation alimentaire en 1944, le corps se défend et il réduit le métabolisme basal. Donc, il semble que pour beaucoup, faire plus d'efforts physiques n'est pas non plus la solution idéale. Il faut quand même que je vous dise clairement, bouger c'est bon, parce que ça a beaucoup d'autres bénéfices, et là c'est la liste émise par le gouvernement britannique, donc ça porte à la fois sur des composantes de la santé mentale, on diminue le risque de démence, on diminue le risque de dépression, mais ça a aussi des effets très directs à travers le métabolisme, par exemple le diabète est moins fréquent, ça renforce les os et surtout ça a aussi un effet bénéfique sur des maladies oncologiques comme le cancer du côlon ou le cancer du sang. Pourvu que, et j'ai enlevé le mot là, l'activité physique régulière. Je l'ai enlevé parce que les experts ne sont pas très au clair combien de temps il faut dépenser, il faut faire de cette activité physique. Alors, nous avons vu que dépenser plus, c'est difficile. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on réduit les apports? Mais pour cela, je propose qu'on regarde de près ceux qui contrôlent ce qu'on mange. Comment est-ce qu'on génère de l'appétit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on mange quand l'estomac est vide, par exemple? En effet, notre corps produit des hormones qui stimulent l'appétit
et d'autres qui vont inhiber l'appétit. Par exemple, l'estomac vide, en effet, il va synthétiser et sécréter une hormone qui s'appelle la gréline. La gréline qui va circuler dans le sang va arriver à son endroit cible, qui est une région très spécifique au niveau du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et au niveau de ces récepteurs, dans cette région hypothalamique, ça va stimuler l'appétit, donc on va manger plus et on va remplir notre estomac. Au contraire, il y a d'autres gènes maintenant qui inhibent l'appétit, et le gène le plus célèbre, on va dire, c'est la leptine. Et comment on sait que la leptine joue un rôle important chez l'humain? C'est grâce à des expériences de la nature, dont des enfants qui n'ont pas assez de leptine ou une leptine qui ne fonctionne pas, qu'on a réalisé l'importance de cette hormone. Vous voyez cet enfant qui est vraiment obésissime, et vous voyez la courbe, la prise de poids de cet enfant en noir par rapport au cours de temps. Vous voyez à l'âge de 1 année, il a déjà environ 18 kilos et puis il pèse déjà le double d'un enfant normal. Vous avez les courbes en trétillé avec le percentile 50, donc à 1 année, 9 à 10 kilos, ce serait la moyenne, et ce patient en avait déjà le double. Et malheureusement, la prise de poids a continué jusqu'à l'âge de 3 ans parce qu'il n'avait pas de leptine qui inhibait son appétit. Donc c'est un enfant qui avait faim tout le temps, et qui était nourri sans arrêt. C'est des enfants qui mangent 4 à 5 fois plus par rapport à un enfant normal, ce qui correspond à peu près à 5800 calories par jour. Donc c'est énorme. Et puis heureusement, on a maintenant le médicament, la leptine, et vous voyez, au moment qu'on a commencé le traitement, le poids a commencé à diminuer et à terme, le poids peut se normaliser avec le traitement par la leptine. Donc c'était une victoire énorme pour ces jeunes qui n'ont pas assez de leptine. Donc d'où vient cette leptine? C'est notre tissu adipeux qui la fabrique, qui la sécrète dans le sang. Et après, elle arrive là où elle doit agir et inhiber l'appétit, à nouveau dans cette région très spécifique qui s'appelle l'hypothalamus, et qui va donc inhiber notre appétit et du coup limiter la prise de poids. Si maintenant il n'y a pas de la leptine, il n'y a pas d'inhibition de l'appétit et on continue à manger constamment avec une prise de poids constante, comme vous l'avez vu dans le graphique de ce petit patient que je vous ai montré précédemment. Maintenant, le modèle animal de souris sans leptine nous aide beaucoup à comprendre le mécanisme justement moléculaire de cette hormone. Et puis, vous voyez la souris OB pour obèse, qui n'a donc pas le gène de la leptine, avec ce poids énorme, cette obésité énorme par rapport à la souris sauvage que vous voyez de l'autre côté. Maintenant, je vais vous montrer un cas assez similaire. Vous devinez à nouveau donc, un enfant avec une obésité sévérissime. Vous voyez à nouveau la courbe de prise de poids très très précoce. Donc déjà 1 année, il a dépassé les courbes normales. Et puis donc à l'âge de 7 ans environ, il pesait déjà autour de 50 kilos. Il avait déjà donc un poids presque d'adulte. La différence par rapport à notre patient précédent, c'est que ces petits patients ont des cheveux roux. Pourquoi cheveux roux associés à l'obésité? C'est parce que ce gène qui est absent dans ce patient, donc le POMC, qui produit la pro-opiomélaноcortine, celle-ci après scindée en différents peptides et hormones, et c'est la mélanocortine qui va inhiber l'appétit. S'il n'y a pas de synthèse de mélanocortine, il y a un appétit constant, comme chez l'enfant qui n'a pas de leptine. Mais en plus, il y a la MSH, c'est une autre hormone qui est importante pour la pigmentation des cheveux.
Donc c'est comme ça qu'on peut faire le diagnostic. Obésité associée à des cheveux roux, ça nous fait penser à une absence du POMC. Un troisième cas de figure assez similaire, vous voyez un enfant qui n'a pas de MC4R, donc c'est le récepteur à la mélanocortine, donc c'est assez logique qu'on a des maladies, des phénotypes similaires, soit on n'a pas la molécule qui se lie au récepteur, ou de l'autre côté on a le récepteur qui ne fonctionne pas. Donc ces enfants ont des cheveux de couleur normale, parce que la MSH et la mélanocortine sont fabriquées, mais il y a juste un défaut au niveau du récepteur. Et là, vous pouvez à nouveau voir, donc c'est des enfants également avec une obésité, une prise de poids très très précoce. Donc cet enfant, très précocement, il a augmenté la courbe pondérale et il a également montré une croissance staturale assez généreuse. Maintenant, on va regarder un tout petit peu de plus près où agissent ces hormones qui règlent l'appétit. Donc, si on fait un zoom sur cette région hypothalamique, on découvre qu'il y a plusieurs noyaux dans cette région. Et puis, c'est notamment le noyau arqué, ici représenté en gris, et le noyau hypothalamique paraventriculaire en rouge, où il y a ces actions de ces hormones qu'on vient de nommer. Donc la leptine dont on a parlé précédemment va se lier sur les neurones jaunes à POMC, les stimuler, et après il y a la mélanocortine qui va se lier à son récepteur et inhiber l'appétit. POMC également, donc si absent, pas d'inhibition de l'appétit, et au contraire, la gréline qui stimule l'appétit, elle va se lier sur d'autres neurones qui s'appellent AGRP pour Agouti Related Protein, qui vont ensuite mener à une inhibition aussi à travers le récepteur MC4R, inhibition de l'appétit. Donc on a deux côtés, donc les hormones stimulateurs de l'appétit et l'autre voie de inhibiteurs de l'appétit. Maintenant, j'aimerais redonner la parole à Christian. Donc, ce que Valérie vous a montré, c'est ce qu'on appelle la prise alimentaire homéostatique. C'est la prise qui est là pour qu'on réponde aux besoins métaboliques, qu'on maintient tout ce qu'on a discuté. Mais nous savons d'emblée que ça, ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi une prise alimentaire hédonique. Et on le voit là chez la souris, parce que cet animal, quand il boit une solution sucrée, il commence à se lécher le museau avec la langue, et il a fait ces mouvements de la patte qui sont caractéristiques d'un plaisir chez la souris. Donc ça existe, les souris ont un plaisir en mangeant. Alors maintenant, pour tester ça d'une façon un peu plus formelle, dans mon laboratoire, Agnès Hiver, Vincent Pascoli, on fait l'expérience suivante. On a pris quelque chose que les souris aiment bien. C'est une solution de lipides, c'est surtout l'huile de soja avec quelques triglycérides. Je l'ai goûté, ça, c'est pas très bon, hein, mais les souris, elles adorent. Et ces animaux-là, ensuite, sont dans une cage où on leur présente un levier, il apparaît tout d'un coup, et l'animal apprend ensuite d'appuyer sur ce levier, et quand il le fait, ici, il y a une goutte de cette lipofandine qui apparaît. Donc l'animal peut contrôler sa propre prise alimentaire à travers cette action d'appuyer sur le levier. Et la question maintenant se pose, est-ce que, parce que c'est quelque chose qu'elles aiment bien a priori, est-ce que ça active le système de récompense? Ce système, on le connaît bien. Il se situe au sommet du tronc cérébral dans un noyau qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, en anglais la VTA. Et ces cellules de l'aire tegmentale ventrale projettent vers un autre noyau qu'on appelle le noyau accumbens, ici, montré ici, et dans ce noyau-là, il libère la dopamine. Et donc, à chaque fois qu'on a cette libération, on peut partir du principe
qu'il y a une espèce de récompense. Nous allons alors maintenant visualiser cette dopamine à travers une sonde fluorescente et vous voyez que dans un animal qui en fait découvre ce levier et le fait qu'elle obtient quelque chose pour la première fois, il ne se passe rien quand le levier apparaît, mais au moment qu'elle appuie et qu'elle consomme cette récompense, que cette lipide, là, il y a une forte activation du système dopaminergique qui amène à cette concentration de dopamine dans le noyau accumbens. Donc, on peut montrer ça ici. Là, il y a plusieurs souris, et là, à chaque fois que c'est jaune, il y a beaucoup de dopamine. Après quelques jours, quand l'animal a vraiment compris le lien entre le levier qui apparaît et la récompense que la souris reçoit, la situation est très différente. Là, la consommation elle-même n'induit plus augmentation de dopamine. Par contre, le simple fait de présenter le levier augmente déjà un peu la dopamine. Vous avez les mêmes data ici pour toutes les souris qu'on a observées. Dans l'état naïf, il y a cette réponse à la consommation ici. En revanche, après quelques jours, les aliments on les appelle experts, eux, ils ont en fait cette augmentation à la présentation du levier. Troisième condition, qui n'est pas très sympa, c'est-à-dire qu'on présente le levier, mais la boîte est vide. Donc c'est une expérience d'omission. On leur fait une promesse d'une récompense, mais on ne la tient pas. Et à ce moment-là, vous voyez que le système s'arrête. Donc ce qu'on peut conclure de cette expérience, c'est que oui, l'alimentation peut activer le système de récompense et il induit un apprentissage tel que tous les indices, en anglais on appelle ça des cues, en fait déjà déclenchent le système et on prend ça comme une mesure de l'apprentissage et de la puissance de ce renforcement positif. Donc d'une certaine façon, ce levier devient un indice alimentaire, comme c'est le cas de ce signe-là, qui, même au milieu de nulle part, évoque une certaine association et, pour certains, peut déclencher le désir de consommer la nourriture. Cela ressemble, et je l'ai dit tout au début de la conférence, beaucoup à l'addiction, parce que toutes les substances addictives font la même chose. Le cannabis, la cocaïne, la gamma-hydroxybutyrate, le GHB, et ainsi de suite. Donc toutes ces substances, et c'est la définition d'une substance addictive, c'est qu'elle active ce système et augmente la dopamine dans le noyau accumbens. Et la même chose est vraie pour les sucres, les lipides et pour des aliments qui ont une forte densité calorique. Donc, pour une petite masse, vous avez beaucoup de calories. Et cela, en fait, est aussi le cas pour les souris. Et c'est une étude, en fait, toute récente où ils ont fait une expérience très simple. Ils ont donné un aliment très sucré, à libitum, autant que l'animal veut, et ils ont regardé combien une souris consomme pendant 24 heures. Et ils ont trouvé que c'était à peu près 9 calories par jour. Par rapport aux 3000 d'un homme, c'est moins, mais c'est suffisant pour le poids. La consommation était à peu près identique pour une solution pleine de lipides. En revanche, ce qui était très intéressant, c'est que la combinaison des deux, donc quelque chose qui avait à la fois des sucres et des lipides, amenait à une surconsommation et a carrément doublé la consommation de calories par 24 heures. Et ça, c'est une observation fondamentale que nous, maintenant, on va suivre et on va regarder dans quelle mesure le système de récompense est activé de façon différentielle entre les trois conditions. Parce qu'on veut suivre la trace. Une fois dans le noyau accumbens, on va se poser la question
où est-ce que passe le message? Et déjà, il y a une dizaine d'années, on a découvert qu'en fait, qu'il y a des cellules qui partent ensuite du noyau accumbens et qui retournent vers le bas, vers l'hypothalamus, et qui font des synapses avec d'autres cellules dans cette structure. Deux choses qui sont importantes. La première, c'est que ces cellules-là, en vert, sont des cellules inhibitrices. Donc, quand ils libèrent leur transmetteur, ils diminuent l'activité de la cellule en aval. Et la deuxième observation, c'est que, certes, on était dans l'hypothalamus, mais pas dans les noyaux que Valérie vous a décrits, mais dans l'hypothalamus latéral. Vous voyez, ici, le noyau arqué, notre noyau paraventriculaire, mais là, on est dans le noyau latéral. Donc, on s'est posé la question à quoi bon? Et on a vu que à chaque fois que ces cellules du noyau accumbens diminuent leur activité et donc exercent moins d'inhibition sur les cellules dans l'hypothalamus latéral, leur activité augmentait et c'est ça qui a initié une consommation. Et c'était quelque chose qui, en fait, se passait en une seconde ou même une fraction de seconde. Du moment qu'à chaque fois on diminuait ça, l'augmentation de l'activité de l'autre cellule et l'animal commençait à manger, même s'il n'avait pas faim. Et on a même pu voir dans des situations où l'animal est amené à surconsommer parce qu'il était en restriction alimentaire pendant une petite période, là, on avait pu déclencher une surconsommation qui était provoquée par une diminution de l'efficacité de l'inhibition de ces cellules à cette jonction, à cette synapse ici. Donc, clairement, il semble avoir un effet sur ce système. Pour vraiment maintenant montrer que c'est ça le système qui peut contrôler la prise alimentaire sans qu'il y ait en fait une consommation, que la consommation n'est même pas nécessaire, je vais vous montrer une expérience d'un collègue, Garrett Stuber, à Seattle, qui a fait la chose suivante. Il a mis un gène dans ces cellules-là qui les rendent sensibles à la lumière. C'est une technique révolutionnaire qu'on appelle l'optogénétique et qui nous permet, à chaque fois qu'il y a de la lumière qu'on amène avec une fibre optique, de stimuler ces cellules, de les activer. L'avantage, c'est qu'on peut faire ça d'une façon très localisée et par l'identité de ces cellules, par leurs gènes. Alors, l'expérience maintenant consiste à observer une souris qui n'a rien à manger, mais chez qui on stimule ces cellules dont je vous ai dit avant, qui sont activées quand l'animal initie la consommation alimentaire. Alors maintenant, vous regardez ici, là, il y a la lumière qui commence, et que fait l'animal? Il commence tout de suite à mâchonner. Et à ce point-là, la vidéo dure à peu près 1 minute, mais ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, parce que ce que Stuber a fait par la suite, c'est qu'il augmente un peu l'intensité de la lumière. Il recrute de plus en plus de cellules dans l'hypothalamus latéral. Et l'animal va montrer maintenant un comportement qui est comme s'il était en train de consommer quelque chose. Donc là, il a pu vraiment découpler le programme moteur de la consommation alimentaire de la nécessité de manger. Et c'est évidemment ça qui est la preuve qu'on peut avoir un système qui contrôle la prise alimentaire dans des situations où il n'y a pas vraiment un besoin métabolique. Pour résumer cela, on a donc, en plus de ce système homéostatique qui est proche de la ligne médiane, un système plus latéral qui contrôle la prise alimentaire hédonique. Et ces deux systèmes se distinguent par la rapidité avec laquelle ils interviennent. Le système latéral peut contrôler tout de suite. L'autre est un système qui a besoin de quelques minutes, en tout cas heures plutôt, ou alors même des semaines, parce que par exemple la leptine qui est produit par la graisse,
pour produire plus, il faut avoir plus de graisse. Et même si on devient rapidement, en prise de poids peut être rapide, ça prend quelques semaines quand même. Donc, si vous regardez maintenant cet animal-là, à qui on a offert une nourriture tout à fait habituelle, vous vous rendez compte que même pour un animal, c'est assez sophistiqué. Et là, il a choisi finalement la pellette. Il la mange exactement avec les mêmes mouvements que vous venez de voir, qu'on peut déclencher artificiellement. Alors maintenant qu'on sait qu'il y a ces deux systèmes, comment traiter tout ça ? Voilà, donc je vous ai parlé des différentes maladies génétiques parce que si on arrive à identifier vraiment pourquoi un enfant a cette obésité sévère, on a maintenant des molécules à disposition pour traiter spécifiquement l'endroit qui est défectueux. Donc là, j'aimerais vous parler de deux molécules. Donc d'un côté, les GLP-1 récepteurs agonistes, qui ont rempli les journaux ces derniers temps, vous avez probablement déjà entendu, et puis d'une nouvelle molécule qui va arriver bientôt sur le marché suisse, c'est des agonistes du récepteur MC4R. Cette molécule, elle est déjà sur le marché français, et puis comme je vous ai dit, elle va arriver bientôt chez nous aussi. Donc les GLP1R agonistes vont se lier sur le récepteur qui sont sur les cellules jaunes POMC, vont les activer et comme on a déjà vu auparavant, ça va diminuer l'appétit et du coup, ça va engendrer une perte pondérale. Pour ces patients qui ont des soucis en amont du MC4R, on aura bientôt cette molécule qui va spécifiquement donc se lier au récepteur et inhiber l'appétit par la suite. Là, j'aimerais vous montrer donc le traitement médicamenteux de ce patient avec les cheveux roux qui a donc une déficience en POMC et puis le 7-mélanotide, donc l'agoniste MC4R a un effet mais vraiment drastique. Vous voyez la courbe pondérale à temps zéro et après 10 semaines, la courbe rouge avec une diminution drastique du poids de cet enfant. Après, il y a eu un petit arrêt de 2 semaines de traitement et vous voyez qu'à ce moment-là, pendant cette pause, il y a une reprise rapide du poids. Après, on a remis le traitement et à la fin, après 40 semaines, cet enfant avait perdu 50 kilos. Donc c'est énorme. Et à terme, on arrive à normaliser ce poids chez ces patients qui n'ont pas de POMC. Une autre chose à constater sur le graphique, donc vous voyez, il y a un score de faim qui va de 0 à 10 et avant le traitement, il était presque au maximum. Et avec le traitement par 7-mélanotide, on arrive à diminuer drastiquement aussi la faim. Et elle s'est stabilisée après environ 5 semaines de traitement. Dès qu'on arrête le traitement, la faim réaugmente. Et après, en reprenant le traitement, on arrive à nouveau à diminuer cette faim exagérée. Donc un succès énorme. Maintenant, en comparaison, les agonistes GLP-1, vous voyez également une perte assez considérable au niveau du poids. Donc après 12 semaines, on peut s'attendre à un maximum de perte de poids de 20%. C'est dose dépendant, bien évidemment, par rapport au traitement placebo que vous voyez en gris, où les personnes obèses ont plutôt tendance à continuer à prendre du poids par rapport aux personnes traitées. Donc deux molécules vraiment très efficaces. La GLP-1 donc, est une hormone naturelle à la base qui est sécrétée par notre intestin. Il y a quelques cellules spécialisées dans l'intestin qui la produisent, c'est des cellules entéro-endocrines. Et puis, à travers ces multiples études qui ont été publiées ces derniers temps, on a aussi appris que les agonistes GLP-1 ne vont pas seulement réduire l'appétit et mener à une perte pondérale, mais diminuer aussi le vidange gastrique.
Et en plus, c'est des traitements qui sont utilisés pour des personnes diabétiques parce que ça augmente la sécrétion d'insuline. Donc, ça va mener à une baisse du sucre élevé chez les personnes diabétiques. Aussi, sur le muscle, il y a une action qui augmente la recapture du glucose et qui augmente la sensibilité à l'insuline, donc améliore encore le contrôle de la glycémie. Aussi sur le foie, avec une stéatose hépatique, ça va diminuer le contenu de graisse. Et un effet assez inattendu était une cardioprotection. Donc des personnes traitées avec GLP-1 montrent une diminution des risques cardiovasculaires, une diminution aussi de la tension artérielle. Donc ça semble être un médicament assez miraculeux. Et puis, il y aura encore beaucoup d'études et puis beaucoup de nouvelles molécules qui vont apparaître et des molécules encore plus sophistiquées que cette GLP-1 uniquement. Donc, pour terminer, je repasse la parole à Christian. Donc, je pense qu'on vous a montré qu'il y a ces deux systèmes, le système homéostatique, le système hédonique, et que ce système hédonique nous fait penser qu'il y a des similitudes entre l'addiction aux substances et l'addiction alimentaire. Il semble aussi que même si les gènes pour le système homéostatique sont très impressionnants, ce n'est pas ça qui explique l'obésité chez monsieur et madame tout le monde. Parce que, en règle générale, il n'y a pas de mutation dans ces situations-là. Donc, on se penche maintenant dans le domaine de plus en plus à vraiment comprendre comment on passe de cette consommation récréative associée à un plaisir à une consommation compulsive où on a perdu le contrôle. Et c'est ça qui, en fait, cette vulnérabilité individuelle qu'on essaye de décortiquer un peu plus, parce que c'est de loin pas tout le monde qui est concerné par ça. On n'aimerait pas terminer avec cette note un peu pessimiste et vous donner quand même quelques conseils au retour. Et en distinguant des aliments qui sont bons, des aliments qui sont mauvais et certains qui sont carrément horribles. Et là, notre idée, c'est que si on ne mélange pas trop sucre et graisse, ça ne devrait pas trop mal se passer. Certes, il y a des sucres qui sont bons, comme les fruits. Il y a des sucres qui sont moins bons, comme ce sorbet-là, par exemple. Tel est aussi le cas pour les lipides. Les meilleurs lipides, de loin, ce sont les noix, les noisettes et d'autres. Le fromage qu'on aime tellement, il est un peu moins bon. Mais clairement, la combinaison des deux peut avoir un effet néfaste chez quelqu'un. Et comme Valérie vous l'a dit au départ, il faut faire gaffe à la consommation de calories par boisson. De manger une orange, c'est bien. De boire du jus d'orange, c'est plus problématique parce que c'est extrêmement difficile de se rendre compte combien on consomme et l'estomac, comme il se vide beaucoup plus rapidement, va commencer à générer déjà la gréline quand on a déjà en fait trop mangé. Donc on va terminer avec ça et quand même encore avec une note de remerciement parce que si on peut vous parler de ce sujet, c'est grâce à beaucoup de recherches à la fois de cliniciens mais aussi de chercheurs fondamentaux. Ce sont des gens qui font leur thèse, ce sont des post-docs, c'est toute une armée. Je vous ai montré ici une photo d'un département de neurosciences chez nous, et c'est ça qui en fait est aussi l'élément intéressant et donne du plaisir parce que c'est dans une collaboration entre différents collègues et aussi à l'étranger. Je vous ai montré des résultats de collègues aux États-Unis et ailleurs, et c'est dans ce dialogue-là qu'on avance. Mais évidemment, on peut uniquement le faire quand on a des institutions à l'appui, et nous, on est tous les deux très reconnaissants à l'université et aux hôpitaux universitaires, parce que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons faire la recherche. Nous pouvons aussi développer des centres thématiques comme le centre synapsique. Et
Last but not least, pour faire tout ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et on l'obtient par le Fonds national et aussi par la communauté européenne. Et vous avez probablement lu dans la presse à quel point c'est devenu difficile pour les Suisses d'avoir les fonds de la communauté européenne. Il y a maintenant un espoir que ça va de nouveau changer, mais c'est cet échange de nouveau avec l'international qui est très important. Et dernière remarque, tout ce que on nous a montré aujourd'hui, ce sont des connaissances qu'on a grâce à l'expérimentation animale. Je sais que c'est un sujet difficile, mais on peut vous rassurer qu'on fait tout ça dans le cadre strict de la loi et que les universités suisses ont initié une initiative de transparence de ce que nous faisons avec les animaux, raison pour laquelle je n'ai pas hésité de vous montrer toutes ces vidéos où on vous décrit exactement comment on traite ces animaux dans le respect de l'espèce et en minimisant le nombre d'animaux et leur souffrance. Et avec ça, on va terminer. Merci beaucoup. Je remercie nos deux intervenants pour cette très très belle présentation. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Alors peut-être, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais peut-être juste commencer par poser une ou deux questions. Christian, tu avais montré que en fait, la combinaison de sucre et lipides augmentait beaucoup plus la dopamine. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est le cas et pourquoi c'est beaucoup plus important que le sucre ou les lipides séparés? Pour le moment, on sait que la combinaison amène à une surconsommation. Comment le système dopaminergique est impliqué dans cela? Ça, c'est encore un sujet de recherche, donc je n'ai pas une bonne réponse ce soir. Ok. Et puis j'ai une autre question, c'est en fait, on a beaucoup parlé du plaisir dans la consommation, mais est-ce que ce plaisir, comment on l'utilise dans la lutte contre l'addiction alimentaire? Est-ce qu'il faut éviter d'avoir du plaisir? Au contraire, est-ce qu'il faut quand même le garder? Qu'est-ce qui serait en fait... Vous prenez les micros à part ça. Conseiller. Alors, éviter le plaisir, ça, c'est jamais une bonne idée. Il ne faut pas se priver de plaisir, ça, c'est certain. Il faut s'autoriser un peu de plaisir, même si on tente de diminuer les boissons sucrées et les aliments qui sont moins bons pour la santé. Mais il n'y a pas de restriction, comme on l'a vu au début de l'étude, qui mène à une santé mentale qui va souffrir. Ok, très bien. Ok, bon, on va prendre les questions du public. Alors, il y a une question là-haut. Voilà. Et puis, ici en bas, après. Oui. Merci. Bonsoir, et merci pour la conférence qui était très intéressante. Alors, je ne veux pas être chiante, mais j'avais 3 questions, donc je ne sais pas si c'est possible. Je vais commencer par la première. Je suis travailleuse sociale en foyer pour adultes toxicodépendants à Genève. Et ce qu'on constate depuis des années, c'est que les personnes, une fois qu'elles sont en sevrage, donc de substances, donc héroïne et alcool et tout ça, il y a une compensation très nette avec la nourriture. Et donc ces personnes ont tendance à prendre beaucoup de poids. Il y a aussi les médicaments qui rentrent en compte. Et je me posais la question, quand vous parliez des enfants, est-ce qu'il y a plus de risques qu'un enfant qui a été obèse, plus tard dans sa vie, développe des addictions à d'autres, soit à des substances, soit à des comportements? Est-ce qu'il y a, du coup, est-ce que c'est plus probable? Ça, c'était ma première question. Moi, je pense qu'il y a dans les enfants qui sont obèses, vous voyez différentes raisons pour une obésité. Et puis, il y a certainement certains enfants qui vont devenir des adultes qui auront des addictions, mais ce n'est pas la grande majorité. Et après, nous, on aimerait bien aussi avancer dans la recherche pour pouvoir stratifier et mettre en évidence quel enfant sera plus à risque pour d'autres maladies plus tard. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait les moyens pour prédire le devenir par la suite. Est-ce que je peux poser une autre question en lien ou pas?
Oui, bon. Une autre question, alors, ok, parce qu'après, il y a d'autres Oui, questions. je Donc, pose, voilà. dernière question, oui. Parce que justement, je me posais la question de là, on parlait de l'obésité qui vient, comment dire, j'ai pas les mots là, du cerveau et tout ça. Et du coup, je me posais justement des questions par rapport aux personnes qui ont des problèmes, enfin des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que ce genre de traitement, ça peut avoir un impact? Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait renforcer des troubles du comportement alimentaire dans l'autre sens? C'est-à-dire que d'un coup, la personne, elle va se restreindre beaucoup avec des traitements qui lui sont proposés. Comme ça arrive avec le bypass notamment et autres chirurgies, où il y a des personnes qui du coup deviennent anorexiques. Voilà, voilà, bref. Alors, l'avantage du traitement médicamenteux, c'est qu'on peut l'arrêter par rapport à la chirurgie. Une fois qu'elle est faite, c'est plus difficile de la renverser. Donc, on a cette possibilité justement de arrêter si une personne perd trop de poids. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même un traitement qu'il faut continuer parce que dès qu'on l'arrête, souvent il y a une prise pondérale par la suite qui se refait. Donc ça, c'est pour la question d'anorexie éventuelle. Après, l'approche pour l'anorexie, la boulimie, c'est aussi des approches comportementaux et pas trop médicamenteux, avec en tout cas les médicaments que je vous ai montrés comme les agonistes GLP-1. Ok, une question par ici, oui. Merci beaucoup, bonsoir. J'ai deux questions assez rapides. La première est par rapport à l'hyperphagie. Donc, ce n'est pas la boulimie. Est-ce que l'hyperphagie est régie par un déséquilibre leptine-gréline ou pas, ce désir de se remplir? La première question. Et puis la deuxième, dans vos recherches, je ne vois pas apparaître le rôle d'autres hormones, donc les hormones sexuelles, progestérone, estrogène, mais aussi les hormones thyroïdiennes. Et bien sûr, le testostérone pour les hommes et pour les femmes aussi, des fois. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre par rapport aux hormones. Donc, je ne sais pas si vous pensez à la ménopause où il y a une diminution progressive des œstrogènes et la prise de poids. Est-ce que c'est ça dont vous voulez parler, plus ou moins? Avec l'âge, on a vu que les besoins énergétiques baissent un peu, et notamment c'est le cas aussi à la ménopause. Donc ça a eu lieu parce que moins d'hormones féminines va engendrer plus de tissu adipeux, et puis il y a une perte progressive de la masse musculaire. Donc ça explique, on va dire en grande partie, la prise de poids après la ménopause. Pour la régulation de l'appétit, c'est vraiment les hormones et c'est le circuit que je vous ai montré qui est le plus marqué, et notamment aussi pour l'hyperphagie qui est complètement associé à ces déficits, soit la leptine, MC4R et puis POMC. L'hormone thyroïdienne a aussi un effet central, mais il n'est pas aussi marqué comme les autres hormones. C'est vrai que si on a trop d'hormones thyroïdiennes, on va manger plus, mais après aussi le métabolisme qui travaille plus, et puis on va perdre du poids par la suite. Donc c'est vrai, il y a beaucoup d'autres hormones qui jouent un rôle, mais aussi drastique et aussi impressionnant, c'est vraiment les hormones clés dont on voulait parler aujourd'hui, qui règlent l'appétit. Et puis tous ces enfants et ces personnes adultes sont hyperphagiques. Comme vous le dites, il n'y a pas de satiété, il y a une faim constante qui mène à cette prise de poids énorme. Juste par rapport aux neurotransmetteurs, parce qu'on a parlé beaucoup de la dopamine, mais est-ce qu'il y a aussi, j'ai entendu dire que le glutamate ou la sérotonine pouvaient aussi jouer un rôle important? Est-ce qu'on sait un peu ce qui se passe? Oui, je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est jamais un transmetteur qui agit en isolation. Notamment la dopamine, on pense, c'est pas elle qui stimule ensuite les cellules. Ce sont les cellules qui reçoivent justement des afférences glutamatergiques qui les activent davantage. Et si ça se passe sous l'influence de la dopamine, il y a un renforcement de cette stimulation. Donc, on ne parle pas de la dopamine de transmetteur, mais plutôt de modulateur, parce qu'il influence la communication d'autres cellules. Ce n'est pas l'information qui est vraiment dans la dopamine même. Ok, très bien. Ensuite, ces questions, où on en est? Alors, il y a des questions encore ici, oui?
Et puis, Bonsoir. J'aimerais commencer par une remarque, parce que j'ai eu un peu de gêne, sachant qu'on est sous l'égide de la Semaine du cerveau et des troubles mentaux. Il y aurait peut-être une équivoque à considérer que l'obésité pourrait faire partie des troubles mentaux. Je crois qu'il faut s'insurger contre ça, c'est absolument pas le cas, mais je voulais juste lever l'équivoque. Effectivement, l'obésité n'est pas un trouble mental. Ma question, c'est plutôt que pensez-vous du fait que toutes les tentatives pour aborder les troubles des conduites alimentaires, en particulier accès hyperphagique et boulimie, par le biais des approches addictologiques, ne marchent pas? En fait, ça ne fonctionne pas quand on prend cet axe-là des traitements. Donc, c'est plus en mangeant de façon rationnelle ou régulée qu'on traite ces troubles, en traitant aussi le contexte, bien sûr, psychopathologique, et que l'approche de type addictologique donne de très mauvais résultats, voire des résultats, des échecs. Je pense ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a deux éléments à ma réponse. La première, c'est que la conduite alimentaire a beaucoup à voir avec le contexte social, culturel. C'est différent si vous êtes ici ou si vous êtes déjà aux États-Unis, si vous êtes dans une famille qui mange d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc je pense là, il y a un élément, un contexte social très important. Le deuxième élément de ma réponse, c'est surtout que je suis d'accord avec vous, ça ne marche pas, mais probablement parce que tout court, les traitements de l'addiction ne marchent pas. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus de recherche pour savoir. On n'en a pas eu le temps de parler, ce qu'on sait aujourd'hui sur quelles sont les bases neurobiologiques de l'addiction aux substances. Et même là, on est assez démunis. Je pense on est juste encore, la question est trop difficile pour le moment, à tous les niveaux, si c'est le traitement de l'addiction aux substances ou le traitement de l'addiction alimentaire. Je voulais juste préciser que la thématique de la Semaine du cerveau, c'est la santé mentale, donc c'est beaucoup plus large que simplement les troubles psychiques. Voilà. On avait une question ici. Non, attendez. Merci. C'était madame qui était là. Avant tout, bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence. Et ma question, c'est, on parle beaucoup des gens qui mangent et qui deviennent obèses et qui prennent énormément de poids. Qu'est-ce qui se passe dans les cas contraires? Quelqu'un qui mange 3 gros repas par jour, donc un repas complet le matin, complet, ça peut être une bolognaise, une lasagne, le matin à 7 heures, le repas de midi, à 5 heures une collation, et le repas du soir, mais des grosses quantités et qui ne prend pas un gramme. Je pense, ce que vous évoquez, c'est le rythme avec lequel on mange. Ça, évidemment, c'est de nouveau très individuel. Dans notre culture, typiquement, on mange 3 fois. Petit déjeuner, déjeuner, et puis le soir. Et ce n'est pas forcément comme ça partout. Et on peut se permettre d'avoir des périodes plus longues sans qu'on mange. Et un intérêt, évidemment, c'est avec ce régime intermittent, de fasting intermittent. Et là, je pense qu'on ne sait pas encore suffisamment en quoi ça influence le cerveau. Et je n'ai pas une opinion très tranchée là-dessus. Ok, on avait une question. C'était madame qui voulait poser une question. Alors voilà. Et puis... Bonsoir. Vous avez parlé d'un traitement à base de leptine. Mettre le micro plus proche de la bouche, oui. Vous avez parlé d'un traitement à base de leptine pour les enfants qui en manquaient. Est-ce que c'est un traitement qui est aussi administré, justement, ou qui va être administré pour les personnes en situation d'obésité? Ça, c'est une très, très bonne question, parce que quand la leptine a été découverte en 1994, on pensait qu'on avait trouvé le traitement pour traiter toutes les personnes avec une obésité. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a 3 hypothèses.
Une, c'est que le corps, s'il y a trop de leptine, on s'habitue à un moment donné et ce ne marche plus. Donc c'est comme il y a d'autres traitements qui agissent de cette façon. Une autre hypothèse, c'est que si ça ne marche pas, peut-être au niveau du récepteur, il y a certains, on va dire, variants ou des mutations qui inhibent vraiment que ce récepteur il est actif à 100%. Et la dernière hypothèse, c'est qu'avec l'exposition à la leptine en grande quantité, que les voies de signalisation sont altérées et après, il n'y a plus d'effet. Donc ça, c'est encore un sujet de recherche. On a ces 3 hypothèses qui sont en train d'être vérifiées, mais malheureusement, voilà, ça aurait été génial. Très bien. Question là-haut. Voilà. Bonsoir. J'avais une question par rapport au comportement alimentaire qu'on a quand on est enfant. Est-ce que ça a une répercussion pour plus tard sur notre poids, justement, sur des questions, justement, les comportements alimentaires qu'on va adopter petit, les habitudes qu'on va prendre en fonction de ce qu'on mange? Est-ce que ça peut avoir une répercussion plus tard, en étant adulte? Si par exemple un enfant mange beaucoup de sucre quand il est enfant et qu'il arrête à un moment donné pendant sa croissance, est-ce que plus tard, justement, ce trop de sucre en étant petit, ça peut avoir des répercussions ou pas? Alors, il y a différentes possibilités parce qu'il y a des études qui ont regardé est-ce qu'un enfant obèse va rester obèse comme étant adulte, et puis ce n'est pas le cas. Donc, un enfant obèse peut normaliser son poids, mais un enfant obèse peut aussi rester un adulte obèse. Donc, ça dépend si le comportement alimentaire perdure ou s'il y a un changement qui mène aussi à un changement au niveau pondéral. Ça, c'est une réponse. Après, j'en ai d'autres, si vous voulez discuter. Il n'y a pas de mémoire, en fait. Il n'y a pas de mémoire. Après, voilà, ce que je voulais rajouter, il y a aussi eu des études chez des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux identiques, et puis on voit aussi que l'appétit est déjà un peu prédéterminé génétiquement. Donc, un enfant qui a un grand appétit, souvent, elle va garder un appétit plus grand en étant adulte aussi, et l'inverse est vrai. Très bien. Une question là-haut, oui. Oui, merci. Je voulais savoir s'il y avait d'autres causes que génétiques qui peuvent créer ces soucis au niveau de l'hippocampe, l'hypothalamus, pardon, comme par exemple des traumatismes crâniens ou des substances médicamenteuses qui pourraient générer les mêmes symptômes ou les mêmes schémas, on va dire, que ce que vous avez décrit là. Tout à fait. Donc, il y a une tumeur qui est une des tumeurs la plus souvent retrouvée chez les enfants, c'est les crâniopharangiomes. Donc, c'est une tumeur hypothalamique qui va aussi s'étendre sur l'hypophyse. Et si on enlève cette tumeur, donc on crée des lésions hypothalamiques et ça peut engendrer par la suite une hyperphagie suite à des lésions hypothalamiques. Tout à fait, ça existe. Ok, alors il y a encore une question là-haut, et puis Oui, bonjour, merci. Sachant que le pancréas produit naturellement le glucagon, ma question était de savoir pourquoi on ne commence pas par la réforme de l'assiette avant de passer à un traitement médicamenteux comme le GLP-1. Ça, c'est toujours la première chose qui est faite, mais souvent, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc maintenant, on a une substance ou plusieurs substances supplémentaires qu'on peut ajouter à ça. Oui, madame, ici. Oui, je voulais savoir, vous avez fait un parallèle entre les addictions aux drogues, disons, et les addictions alimentaires. Est-ce que ça peut aussi concerner d'autres addictions, genre aux jeux, aux écrans ou autres? Et est-ce que vous avez constaté que vous pouviez trouver d'autres applications au traitement que pour l'appétit? Est-ce que ça peut avoir d'autres applications? Merci. C'est une très bonne question. Et il est vrai que le domaine s'est concentré à comprendre si l'addiction aux différentes substances est en fait la même. Est-ce qu'une addiction à la cocaïne est identique
est similaire à une addiction à l'héroïne. Donc ça, je pense, c'est une question où la majorité des experts maintenant sont unanimes. Tel est le cas. Il y a une addiction, il n'y a pas des addictions distinctes. Maintenant, est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres addictions? Je vous ai montré comment nous, on approche ça pour l'addiction alimentaire. Il y a des collègues qui essayent quelque chose de similaire pour l'addiction au jeu, par exemple. Tout à fait. Et dans cette même idée, il est vrai, il y a maintenant des études avec ces agonistes GLP-1 pour le traitement de l'addiction aux substances. Et comment ça marche? Est-ce que ça passe à travers les noyaux hypothalamiques que Valérie vous a montré, ou est-ce qu'il y a des récepteurs GLP-1 ailleurs dans le cerveau? Ça reste à découvrir. Juste par rapport aux autres addictions, en fait, le problème avec l'addiction alimentaire, c'est qu'on ne peut pas faire de l'abstention. Et du coup, on va quand même continuer à stimuler ces circuits. Oui, mais on peut faire de l'abstention de certains types d'aliments. Je pense que l'addiction alimentaire est quelque chose que nous observons aujourd'hui parce que le type de nutriments que nous mangeons a changé. Dans la nature, il n'y a quasi pas de mélange entre sucre et lipides. Il y a des noix et ensuite il y a des fruits. Mais il n'y a pas ce mélange qui nous est proposé par l'industrie, et c'est ça qui en fait est à l'origine, à mon avis, de cette prévalence croissante de l'obésité. Donc le traitement de l'addiction au niveau de la population est aussi une question politique. Donc il faut se pencher sur la question, qu'est-ce que l'industrie doit nous proposer? Est-ce que ça c'est raisonnable ou pas? Oui, une question là. Oui. Ici, vous m'entendez? Oui. Après une conférence comme ça, au fond, on se dit qu'on est des êtres chimiques, fondamentalement chimiques, qui fonctionnent, ben voilà, comme vous l'avez expliqué, basés sur des observations très empiriques. Mais j'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que les cellules adipeuses produisaient la gréline, c'est ça? La leptine. La leptine. Et que c'était la leptine qui favorisait la sensation de faim, ou j'ai rien compris. C'était ça? Donc c'est la leptine qui inhibe l'appétit, oui, tout à fait. Qui inhibe. Qui voilà. inhibe l'appétit. Et si Et elle n'est pas là, si elle manque, mais les on cellules a un appétit. adipeuses, elles produisaient. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, donc c'est la poule et l'œuf. Mais c'est plus vous avez des cellules adipeuses, oui. Plus le corps vous dit de manger moins, parce qu'il y a une espèce de régulation homéostatique. Ça, c'est un principe général en biologie, oui. Qu'il y a certaines valeurs et le corps, dans les deux directions, a des systèmes en place pour que ça reste stable. Donc, si on ne produit pas de leptine, du coup, on mange sans cesse, on n'a pas cette sensation de satiété. Tout à fait. D'accord. Mais comme l'ont dit plusieurs personnes, il peut y avoir 1000 autres facteurs qui favorisent une prise de poids. Oui, et qui ne sont pas forcément, qui correspondent pas forcément aux observations. Je pense que ça, c'est un message très important que vous dites. Même si c'est très impressionnant, s'il n'y a pas de leptine chez un sujet, ça ne veut pas dire que les 30% qui sont obèses aujourd'hui ont un déficit en leptine. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ces cas isolés de mutation chez certaines familles nous ont permis d'identifier les circuits qui sont responsables de l'appétit et de la consommation, mais ce n'est pas pour autant que ce gène-là est responsable d'une obésité chez monsieur et madame tout le monde. Donc ces observations, elles sont intéressantes d'un point de vue de la recherche. Et pour les familles concernées. Pour les familles concernées. Ok, on va peut-être passer à une autre question. Est-ce qu'il y a encore... Oui, alors, ici, on va... Merci beaucoup.
Je voulais rebondir un peu à ce que vous avez dit par rapport au rôle de l'industrie dans l'apparition de l'obésité. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un rôle croissant d'une autre industrie sur la production des traitements qui seront à vie et qui pourront donner aussi un type d'addiction pour le traitement de l'obésité? Donc, et j'ai pas, un peu lié avec ça, j'ai pas entendu le rôle des antibiotiques utilisés dans l'industrie agroalimentaire et leur rôle potentiel aussi dans les habitudes alimentaires et l'apparition peut-être de l'addiction. Merci. Je pense que si vous traitez une addiction avec un agoniste GLP-1, vous perdez du poids, mais ce n'est pas une addiction qui s'installe. Vous n'avez pas consommé ou vous administrez cette substance si ça a des conséquences négatives. C'est très différent le système. Il est clair que, idéalement, on ne fait pas appel à ce genre de médicaments. On régule, on arrive à instaurer une alimentation saine, mais justement, la tentation offerte par l'industrie est telle que certaines personnes n'arrivent pas à résister. Alors, il y avait une question ici, oui. Et bonjour, j'avais une question par rapport à la régulation des émotions. Parce qu'il y a des gens qui mangent parce qu'ils sont en souffrance, qui sont qui sont joyeux, tout ça. Et est-ce que les médicaments aident dans ces cas-là, ou comment on peut aider ces gens? Vous avez tout à fait raison, ça c'est un élément très important qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Et le cas le plus flagrant ou le mieux investigué est celui du stress. Dans une situation d'anxiété qui amène à un stress, souvent il y a une surconsommation. Comment ça se passe? On a des idées, on a en fait une littérature assez poussée. Comment les systèmes de stress, notamment de l'amygdale et d'autres parties du cerveau, aboutissent au final dans ce centre de récompense et qui restaure ce qui manque dans des situations de difficultés émotionnelles. Ok, on va prendre encore 2 autres questions. Alors, oui, ici, une question, et puis peut-être de ce côté, si jamais. Bonsoir, professeur Lucher, vous avez répondu en partie à la question que je vais poser. Je voudrais juste développer la problématique leptine, gréline. Est-ce qu'on arrive plus ou moins à la dater dans l'histoire avec l'industrialisation, avec l'alimentation transformée, ultra transformée? Et deuxième question, est-ce que si on arrive quand même à voir que ça vient de l'industrie alimentaire, est-ce qu'on arrive à déterminer des agents qui sont destructeurs de leptine directement? Donc, vous posez la question s'il y a des ingrédients dans la nourriture qui feraient que ça détruit la leptine et que ce frein est enlevé. À ma connaissance, je ne sais pas si toi tu connais. À ma connaissance, ça n'existe pas. Ouais. Ouais. L'adaptation, vous entendez par... l'adaptation est telle que... La datation, pardon. Je ne suis pas sûr si je comprends la question. Vous dites que si... on arrive un peu à les dater de l'industrie alimentaire et les gens qui souffrent de manque de leptine. Est-ce que c'est en partie, ça peut être vu dans l'industrie agroalimentaire avec la consommation? Je crois que je comprends la question. C'est en fait, est-ce que le manque de leptine est dû au développement de l'industrie agroalimentaire ou pas? Pas à notre connaissance, non. Ok, merci. Okay. Alors, dernière question. Qui c'est qui va prendre la dernière question? Oui, c'était madame ici. J'ai une question un peu liée à une question qui a posée avant concernant l'hyperphagie et l'obésitas. Maintenant, j'ai l'idée que le traitement se concentre
à côté de psychologique et pas côté alimentation. Et je me demande, on n'a pas besoin de faire les deux. Parce que maintenant, je pense que les deux choses sont liées. Si, dans des situations d'anxiété, par exemple, dans des troubles anxieux, certes, ça a une répercussion sur l'alimentation, ça a une répercussion sur le sommeil. Ce sont des systèmes qui se parlent. Ce n'est pas en isolation qu'on peut les traiter. Et il est vrai que si on identifie un problème émotionnel, le traitement de ce problème-là peut avoir un effet bénéfique sur la prise alimentaire. Oui, je suis d'accord, mais j'ai l'idée que maintenant, le traitement en Suisse se concentre sur le côté seulement psychologique et pas côté alimentation. Mais si j'ai bien je compris, pense qu'il y a de tout. Il y a de tout. Et puis, c'est vraiment c'est un cercle où ce qui se passe dans notre corps a un impact sur comment on se sent. La chose la plus simple, c'est le rythme cardiaque augmente si vous êtes stressé, mais le simple fait que vous sentez votre cœur battre plus rapidement induit une anxiété. On peut même montrer ça chez le rongeur. J'ai bien compris. Est-ce que vous considérez que vous mettez beaucoup d'accent sur des traitements psychologiques plutôt que des changements d'alimentation? Pour traiter l'obésité, l'approche est toujours multidisciplinaire. Si on prend en charge donc un enfant ou une personne adulte en obésité, on regarde tous les aspects. Là, on a traité vraiment les aspects, on va dire, avec notamment les circuits qu'on a discutés, mais l'approche en clinique est toujours multidisciplinaire, donc ça veut dire psychologique. On regarde l'alimentation, on regarde la motivation, on regarde aussi, bien évidemment, après les traitements qu'on peut proposer, qui sont individualisés par la suite aussi pour chaque patient. Ok, je remercie beaucoup nos intervenants et puis merci d'être venus si nombreux ce soir.